En direct du centre communautaire Pierre Lemaire de Drummondville, de retour à la compétition de karaté, la 55e finale des Jeux du Québec. Drummondville, hiver 2015. Jean Allard en compagnie de François Persico. François, on s'apprête à débuter le four à pêchage chez les filles, plus de 43 kilos. Oui, les athlètes sont maintenant installés, les officiels sont là sous la direction de l'arbitre en chef cet après-midi, M. Jean-Pierre Gendron, qui est un arbitre panaméricain pleine licence. On est chanceux de l'avoir avec nous en fin de semaine. Les officiels, on va avoir M. Michael Weissong, un arbitre provincial, M. Aristide Clerméus, un autre arbitre provincial, M. Thomas de Freeman, qui est une licence panaméricaine, avec M. Roger Blanchette, une licence provinciale, et M. André Pronovo, une autre licence panaméricaine. Donc, on a une belle qualité d'officiels lors du tournoi. Alors, on va débuter les premiers combats dans le four à pêchage. Les filles, plus de 43 kilos. Premier combat devrait opposer Carmen Scotto de Césarée de Montréal et Sivasatki Sivaraman du lac Saint-Louis. On fait des vérifications d'usage. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce qu'il y a? Le CANSA vérifie présentement si les compétiteurs ont l'équipement réglementaire, des équipements avec le sceau d'approbation de la Fédération mondiale de karaté. Maintenant, on voit qu'ils vérifient si les ongles ne sont pas trop longs. Donc, on s'assure que les athlètes sont équipés adéquatement puis que tout est sécuritaire pour un combat à Karaté Québec. Alors, on s'en va à la pause et on vous revient dans quelques instants avec la compétition, mesdames et messieurs. Donc, on est prêt à la compétition, François. Les deux premières compétitrices. Oui, dans le tournoi, tu vois un compétiteur qui est rouge, l'autre qui est bleu. C'est comme ça qu'on les départage. Donc, c'est un type de karaté non contact. Ce sont les règles de la Fédération mondiale de karaté. Donc, les coups de pied, les coups de poing sont permis. On peut faire des projections, des fauchages, en autant que les techniques sont contrôlées. Donc, les techniques doivent avoir une force adéquate en fonction de la zone attaquée. On voit ici que Aka, c'est rouge. Il vient de marquer avec un coup de pied au corps. Un Wazari qui donne 2 points. Probablement, oui, encore une fois. La même technique qui a été répétée, un coup de pied au corps. La tête rouge vient d'obtenir 3 points pour le coup de visage, on est Ramawashi. Technique bien exécutée. On voit qu'il y a beaucoup d'enchaînements. L'athlète rouge lance beaucoup. Donc le match vient d'être gagné. Dans un match, il y a plusieurs manières d'obtenir la victoire. Une des manières d'obtenir une différence de 8 points entre les deux compétiteurs. Donc ici c'était 9-0. Donc le match a été gagné ici. On peut aussi gagner si par exemple notre adversaire abandonne à cause de blessure ou si un des deux compétiteurs est disqualifié pour avoir eu un comportement inadéquat lors du match. Comme par exemple frapper trop fort ou avoir un comportement dans la liste des catégories 2. Il y a 2 catégories de pénalités au karaté dans les règles de la Fédération mondiale. La catégorie 1, qui est une catégorie qui va souvent être une catégorie où les gens vont causer des blessures. Et la catégorie 2, qui sont plus des pénalités de type comportemental, comme par exemple sortir du carré ou pas écouter les ordres de l'arbitre, par exemple, ou saisir son adversaire, tirer, lutter. Donc, selon ces pénalités-là, l'issue du match peut aussi être décidée comme ça. Alors, le prochain combat opposera Kyle à côté de la Mauricie et Lina Hadj-Saïd de Bourassa.
que les athlètes sont très mobiles. Hein. Dans ce type de karaté-là, la mobilité est importante. Souvent, les athlètes vont tenter d'éviter l'attaque. Ils vont tenter de s'en aller lorsque la personne attaque afin d'éviter ce qu'on appelle des clashs. Il peut y avoir des blessures. Donc, leur comportement en déplacement, ces deux athlètes-là, est très bien. De ce côté-là, ils ne recherchent pas le clash. Donc, ils vont tenter d'éviter l'attaque, ce qui est bien, puis de revenir ensuite tenter de surprendre l'adversaire. Donc, pas nécessairement toujours être en attaque, mais en riposte, ça peut être aussi payant. Oui, ça peut être aussi payant. Comme là, on voit souvent le type de combat, on voit l'athlète rouge qui pousse beaucoup sur l'athlète bleu. Il faut faire attention à ce moment-là. Quand on commence à courir après l'autre, ça peut mener à des surprises. Là, on vient de voir un contact. Toutes les techniques de main au visage doivent être avec un contact, avec un contrôle absolu. Donc, on n'a pas le droit de toucher du tout. Même si l'athlète n'est pas blessé, c'est pas grave. On va quand même recevoir une pénalité si on touche le visage avec les mains. Avec les pieds, on permet de toucher légèrement, ce qu'on appelle skin touch, contact au niveau de la peau. Il ne faut pas du tout causer de blessure ou même causer un contact qui ferait par exemple bouger la tête. Là. Donc, on demande aux athlètes d'avoir un très bon contrôle. On voit l'athlète rouge attaque beaucoup. Là. Mais c'est l'important en karaté, c'est vraiment l'attaque avec une surprise. Il faut essayer de surprendre l'adversaire. Être là le premier. Si on attaque tout le temps, on a toujours une pression. À ce moment-là, c'est plus difficile de surprendre parce que l'autre est toujours sur la défensive. Ça devient plus difficile. Mais évidemment, à la quantité de techniques lancées, les probabilités qu'il y en a une qui passe sont plus hautes. Il faut comprendre ça. Au karaté, c'est un sport de combat basé sur l'attaque. Donc, on va récompenser les compétiteurs qui sont agressifs, qui vont tenter de marquer lors d'un match plutôt qu'un compétiteur de type défensif. On voit qu'il y a certaines techniques qui sont utilisées comme des coups de visage. On demande certains critères pour qu'une technique soit valable, comme par exemple une bonne force d'exécution, que la distance entre le pied et la tête, le pied et le corps, le pied et la cible soit bonne. On demande aussi est-ce que la vitesse, la distance, l'attitude sportive, tout ça doit être tenu en compte lorsque les arbitres donnent un point. On a gagné 1-0. Donc on va avoir un deuxième match. On va faire la finale du coup de repêchage. Souvent, ça va arriver entre les matchs, il va y avoir un changement de panel au niveau des officiels. On veut s'assurer que les officiels sont le moins possible impliqués dans un match qui va impliquer leur région pour souci d'impartialité. Très important. Ça semble être la fin du cours repêchage. Pour la catégorie des filles de plus de 43 kg. Il y a peut-être des athlètes qui ne se sont pas présentés, on a changé la... Peut-être qu'il y a eu des athlètes qui ont déclaré forfait. On a eu 4 athlètes au lieu de 6, comme dans la feuille qu'on avait. Il y a eu des changements dans les alignements de départ, ça on peut dire. Ça peut arriver. On passe maintenant au faux repêchage chez les garçons, moins de 38 kg. Donc, en faux repêchage. La prochaine catégorie va être les garçons minimes, les moins de 38 kg. On va avoir droit à 2 matchs.
a des athlètes ayant un bail lors de ce repêchage-là. Tristan Letourneau a un bail. Donc, le premier combat va être de la capitaine nationale Michael Lavoie contre Gabriel Royer de la Mauricie. Et le prochain match, ensuite, de l'Anaudière Eugène Vachon contre Eman Mérine de Laval. Donc, encore une fois, c'est traditionnel, au début de chaque match, on fait la vérification des équipements pour s'assurer que les athlètes vont compétitionner de manière sécuritaire. Si on reprend les 4 athlètes qui ont participé au repêchage chez les filles en moins 43 kg, il y avait Léa Morin de l'Estrie, Marie-Lou Veilleux de Chaudière-Appalaches, Imani Jospitre de la Mauricie et Sarah Lafleur des Laurentides. On fait les vérifications d'usage comme mentionné au début avec les athlètes. Oui, pour s'assurer que les équipements sont adéquats, que personne ne risque d'être blessé par exemple, des ongles trop longs. Donc, les compétiteurs vont compétir dans un environnement le plus safe, le plus sécuritaire possible. Je me pose toujours ces questions-là quand on vient au Jeux du Québec. Ces athlètes-là, présentement, qui sont ici avec nous, à quoi ressemble une saison de karaté? Quelle est une saison typique, là, soit de janvier à décembre? Parle-nous un petit peu de ça. Là, ça, c'est une bonne question. Pour ces athlètes-là, cette année, il y a eu beaucoup d'actions. Pour la première fois, on a introduit les 12-13 ans lors des compétitions des sélections de l'équipe du Québec. Puis, il y a des athlètes qui ont été sélectionnés dans ces compétitions-là, ont eu la chance ensuite d'aller au championnat canadien, où la catégorie des 12-13 ans était pour la première fois mis en valeur. C'était la première fois qu'ils participaient au championnat canadien. Donc, quelques-uns d'entre eux y ont été. De ce côté-là, ils ont eu la chance de compétitionner à haut niveau, avec d'autres athlètes du Canada. Puis, au niveau des Jeux du Québec, c'est une catégorie en développement. Donc, ceux des athlètes qui sont ici, qui ont eu la chance de participer aux sélections de l'équipe du Québec, ont aussi eu la chance de faire une sélection régionale dans leur région. Donc, les meilleurs athlètes de chaque région sont avec nous aujourd'hui. Donc, Michael Lavoie de la capitale nationale en rouge, Gabriel Royer de la Mauricie en bleu. Les deux athlètes ont une très belle forme, hein? Une très belle garde. Les deux se déplacent très bien. Ils sont très mobiles. C'est un combat qui est très dynamique, comme on les aime au karaté. À date, aucun des deux a réussi à surprendre l'autre. Donc, ils sont très mobiles. Ah, c'est un bel enchaînement de techniques de main. Encore une fois. Oh, beau coup de pied à la tête. Très beau coup de pied à la tête. Et le coup de pied à la tête était porté en reculant, ce qui est très difficile. Avec un beau contrôle, ça va lui donner 3 points. Un hippon. Puis on voit que l'autre athlète n'a pas été blessé par ce coup. Alors, c'est ce que tu disais au niveau du contrôle, du coup de pied. Oui. Karaté Québec fait la promotion de karaté sécuritaire. Hein. Nos athlètes travaillent avec des coachs qui sont certifiés par le Programme national de certification des entraîneurs, qui est propre à Karaté Québec. Karaté Québec est membre de Karaté Canada, est membre de la Fédération panaméricaine, de la Fédération mondiale de karaté. On est l'organisme de karaté officiel reconnu par le MELS, le ministère de l'Éducation et du loisir et du sport. Donc, on fait la promotion d'un karaté sécuritaire qui permet aux enfants de se développer. C'est sûr qu'il y a d'autres sports de combat. Les sports de combat, on permet le contact à la tête, le knock-out. Mais au karaté de la WKF, les techniques doivent être toutes contrôlées. Donc, un athlète qui va knocker ou qui va blesser son adversaire va être puni. Il peut même être disqualifié directement pour des techniques qui seraient trop fortes. Ah, on a tenté la même chose, mais Bleu ne s'est pas laissé surprendre. Le combat continue brièvement au sol au karaté. Hein. Donc, si on réussit à faire tomber son adversaire ou s'il perd l'équilibre par lui-même, il s'en va au plancher. Son adversaire a 2 secondes pour tenter de marquer. Quand on est sur le dos, 2 secondes, des fois, c'est long. Il faut avoir une bonne garde, une bonne défense. C'est important d'être polyvalent. Donc ici, il y aurait eu contact de la part du bleu. Quand l'arbitre va voir l'athlète, d'habitude, ça mène à une pénalité pour contact, une catégorie 1. C'est le premier niveau de pénalité, on appelle le chukuku. Donc le temps s'est écoulé. Chez les garçons et les filles de 12-13 ans, la durée d'un combat est de 2 minutes. Quand on arrive chez les adultes,
Pour les hommes, c'est 3 minutes. Pour les femmes, ça demeure 2 minutes. Mais c'est un beau laps de temps. Donc, Michael Lavoie, là, de la capitale nationale, a remporté ce combat. Oui. Eugène Vachon, des Laurentides et Ayman Mérine de Laval. Garçon, moins 38 kilos. Garçon, moins 48 kilos. Et garçon, 48 kilos. Immédiatement, le GI numéro 2. Merci. Donc, on vous rappelle qu'on est toujours au faux repêchage, ce qui permet à ces jeunes athlètes d'avoir un deuxième duel, parce qu'ils ont perdu le premier. De chercher une expérience supplémentaire, oui. Puis ce qui va être intéressant aussi, demain, la dernière journée de compétition, ils vont avoir l'occasion de faire du combat équipe. Ça aussi, c'est une très, très belle opportunité pour eux de se développer. C'est souvent une ambiance qui est très, très électrisante, parce que chacun veut gagner pour sa région. C'est très motivant pour les jeunes. On voit souvent ça au Jeux du Québec, là, cette effervescence-là par rapport à l'équipe. Vraiment, on y va au niveau individuel, mais l'équipe, la région, au Jeux du Québec, c'est très, très important. Les jeunes sont fiers, les coachs sont fiers, ils veulent défendre leur couleur, c'est normal. Donc là, on a vu qu'un point a été donné, un autre point va être donné. Ici, on voit l'arbitre n'a pas le choix d'arrêter le match quand il y a 2 drapeaux pour un des 2 compétiteurs. S'il pense qu'il y a un contact, comme ça semble être le cas présentement, l'arbitre va aller voir, puis ensuite il va demander un contact aux juges qui vont souvent le supporter. Puis à ce moment, il va donner une pénalité des catégories A. Mais l'action se déroule bien. Les contacts comme celui-là, on voit que c'est un contact léger. On veut vraiment travailler le contrôle chez les enfants. Donc c'est pour ça qu'on est très sévère à ce niveau-là. La sécurité des jeunes et l'image du karaté en dépend. Oui, on voit ici, oui, c'est ça. On voit rouge attaque beaucoup, mais parfois sa garde est très ouverte. Ce qui permet à bleu, il va souvent frapper entre les bras. Une cible ouverte. Oui, c'est... L'athlète rouge aussi semble souvent changer de côté. Certains athlètes sont ambidex, mais c'est très difficile de se battre des 2 côtés. Idéalement, on prend un côté, on essaie de le développer. Et ici, un juge qui donne un point, un sambon, un hippon, pardon, pour Amawashi. 2 juges ont levé le drapeau. Donc l'arbitre a donné 3 points. Quand on regarde les 2 athlètes, souvent Rouge arrive à placer son point sur la cible, mais un des 6 critères pour donner un point à un athlète, c'est l'application vigoureuse. Puis souvent, ça semble manquer un petit peu dans son cas. C'est quelque chose peut-être qui devrait être travaillé ensuite quand il va être de retour à son école, à son dojo. Tu parlais un petit peu tantôt aussi là, au niveau général de sport-études, au niveau du karaté. Oui, le Karaté Québec étant l'organisme officiel de karaté, on a aussi l'occasion d'avoir des athlètes qui sont en sport-études. C'est un très beau programme de sport-études. C'est un programme qui est présent dans plusieurs régions au Québec. Il y a du sport-études à Montréal, en Outaouais, sur la Rive-Sud, à ma connaissance. C'est des athlètes qui ont la chance d'aller à l'école le matin, puis ensuite de pratiquer leur sport tout l'après-midi. À partir de quel âge on peut être en sport-études? Est-ce que ces jeunes-là de 12-13 ans peuvent être en sport-études? Tout à fait. En secondaire 1? Tout à fait. C'est souvent l'école. Il y a des écoles primaires qui pratiquent une version du sport-études qui s'appelle vocation sportive. Mais le vrai sport-études commence maintenant au secondaire. Donc, les athlètes de 12 ans vont souvent en secondaire 1 pour pouvoir commencer le sport-études. Puis, ce qui est intéressant aussi avec le sport-études, cette année, c'est tout nouveau. Le gouvernement a introduit le sport-études au cégep et à l'université. Donc, ils ont la chance de continuer leur développement comme ça jusqu'à 20 ans et plus. Donc, c'est très, 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 très bien pour les athlètes maintenant. Et est-ce qu'il y a également un circuit au niveau scolaire ou si les compétitions se font seulement au niveau des clubs? Il y a un circuit très prestigieux au niveau scolaire, c'est le championnat universitaire. Donc, les athlètes qui sont à l'université, qui pratiquent le karaté et qui sont membres de Karaté Québec ont la chance de participer au championnat universitaire. Donc, au niveau sport-études, il n'y a pas nécessairement un réseau scolaire? Non, mais ces athlètes-là vont participer aux sélections de l'équipe du Québec, ensuite le championnat canadien. Puis on ne se le cache pas, les athlètes qui sont en sport-études, à cause des heures de pratique, ont souvent un avantage sur ceux qui le font pas. Donc, un athlète qui voudrait performer en sport-études, on connaît plusieurs athlètes qui sont allés aux Olympiques, qui ont dû passer à travers le sport-études.
Donc, c'est une belle opportunité pour les athlètes de se développer. Donc, le faux repêchage chez les garçons minimes, moins de 38 kg, est maintenant terminé. On passe maintenant au faux repêchage chez les garçons, moins de 48 kg. Donc, il y a 6 athlètes chez les moins de 48 kg, ce qui va nous donner 3 matchs. Antoine Gagnon, le premier combat. Antoine Gagnon de la capitale nationale devrait être opposé à Alexis Daigle de Richelieu-Yamaska. Nous, d'historique du karaté aux Jeux du Québec, peux-tu nous en parler un petit peu? Le karaté est présent aux Jeux du Québec depuis assez longtemps. Il y a eu certaines éditions des Jeux du Québec qui n'ont malheureusement pas eu de karaté pour des raisons X. Par exemple, parce que certaines catégories de participants avaient été ciblées, la participation n'avait pas été assez importante pour se requalifier pour les prochains Jeux. Mais avec la participation qu'on a cette année, on semble avoir justement trouvé le bon créneau. Le bon créneau pour les Jeux. C'est une très, très belle participation. Presque toutes les régions sont présentes. Présentement, à la compétition ici, on a 15 régions qui sont présentes sur 19. Presque toutes les régions ont envoyé des équipes complètes de 6 athlètes. Donc, c'est une très, très belle participation cette année. Ça va beaucoup nous aider pour demeurer au sein des Jeux du Québec, qui sont une des plus belles compétitions que ces jeunes-là ont la chance de faire. J'étais aux cérémonies d'ouverture, puis les couleurs, le chant, le spectacle, c'était vraiment fantastique. Puis, j'ai certains jeunes de mon école qui sont ici, puis les commentaires sont très, très positifs. C'est une très, très belle compétition pour eux. On est vraiment chanceux de pouvoir participer. On dit souvent que les Jeux du Québec sont les premiers Jeux de ces athlètes, mais pour les meilleurs de ceux-ci, c'est certainement pas les derniers. Non, non, non. Ces athlètes-là sont souvent sur leur lancée. Comme je le disais tantôt, devant eux, les portent sur le championnat canadien. Une fois qu'ils sont membres de l'équipe canadienne, ils peuvent participer au championnat panaméricain, au championnat du monde. Ensuite, ils performent bien au niveau panaméricain. À ce moment-là, ils ont la chance de participer aussi aux Jeux panaméricains, aux Jeux mondiaux qui sont parrainés par le Comité international olympique. Donc, c'est un très, très beau niveau de compétition. Puis, ils ont la chance aussi, en étant membres de Karaté Québec, d'avoir des entraîneurs qui sont qualifiés à travers le programme national de certification des entraîneurs. Donc, c'est un autre gros avantage. Nos entraîneurs à Karaté Québec, ce n'est pas des ceintures noires. C'est des ceintures noires qui sont qualifiées pour entraîner. Donc, c'est très différent. La qualité de l'enseignement est contrôlée à Karaté Québec à travers le programme national de certification des entraîneurs. Même chose pour les officiels. Les officiels doivent passer à travers un cours pour avoir une licence d'officiel. Il y a plusieurs grades d'officiels au Québec. Ça commence avec juge C, juge B, juge A, ensuite officiel, arbitre B, arbitre A. Donc, les officiels aussi doivent passer à travers un chemin pour obtenir une licence, se qualifier. Les meilleurs vont ensuite aller chercher une licence au niveau national, au niveau panaméricain, au niveau mondial. Donc, c'est toute une structure qui est en place pour mettre un karaté de qualité. De retour en action, Antoine Gagnon en rouge de la capitale nationale et Alexis Daigle en bleu. On a vu un très beau coup de poing au corps ici, qui a été appelé par le juge 4, M. Blanchette. Malheureusement, comme il y a 2 drapeaux rouges, donc l'arbitre a été capable de donner le point, ce qui est très bien. L'athlète rouge a beaucoup de pression. Il ne laisse pas un pouce de terrain à son adversaire. Aussitôt qu'une attaque est ratée, il se faufile dans la feuille et essaie de rentrer. C'est important dans ce genre de combat-là d'être précis. Il faut vraiment attaquer la cible. On a vu ici un beau bloc suivi d'une contre-attaque avec un coup de poing renversé qu'on appelle le Gakuzuki. Le point donné. C'est maintenant 2-0 pour l'athlète rouge. Donc, s'il arrive à un total de une différence de 8 points entre les deux compétiteurs, il va réussir à avoir gagné. Encore une fois, ces deux athlètes qui bougent beaucoup, ils sont très mobiles, c'est bien. Tentative de Hiromawashi, un coup de pied. C'est là que l'athlète 2, ce que tu expliquais, il tente de profiter des 2 secondes. Ah oui, tout à fait. Il y avait 2 secondes pour marquer au sol, il le fait.
Ça, c'était un point très important. Puis on voit la qualité des juges. L'athlète était au sol, mais comme son torse ne touchait pas au plancher, les juges ont donné 1 point plutôt que 3 points. Si le torse de l'athlète rouge avait été au sol, il avait été marqué pendant que son torse était au plancher, à ce moment-là, le pointage aurait été de 3 points au lieu de 1. Et les juges ont appelé la bonne technique, ont appelé le bon point. On voit sur le tatami. Le bord du tatami, on voit les entraîneurs. Donc, les entraîneurs ont le droit également de donner des conseils à leurs athlètes. Oui, tant que c'est fait de manière respectueuse, selon l'étiquette. Donc, ils n'ont pas le droit vraiment de s'adresser. Les coachs ne peuvent pas s'adresser aux officiels ou utiliser un langage qui ne serait pas approprié, mais ils ont tout à fait le droit de communiquer avec leur athlète pour lui dire, par exemple, attaque plus, attaque moins, monte ta garde, par exemple, des choses comme ça. Les conseils d'usage. Les conseils d'usage. Donc, il semble avoir été un coup au corps porté avec un peu trop de force. Donc, la tête rouge a reçu une pénalité 1 pour contact excessif au corps. On va voir ici la réaction de l'officiel sur le comportement de l'athlète. Le karaté demeure un sport de combat, donc c'est important de protéger les athlètes des coups que leur adversaire pourrait leur donner, mais c'est aussi important de comprendre que c'est un sport de combat. Donc l'attitude des combattants, les combattants doivent être prêts à se battre, ça c'est très important. Donc seulement 3 secondes au match. Terminé. Un dernier point pour le rouge, ça va être une victoire de 4-1. Donc, Antoine Gagnon. On marque ici les 2 entraîneurs qui serrent la main. C'est important, cette étiquette-là. L'esprit sportif. Oui, ça peut être un esprit sportif. Même si c'est un sport de combat, on a une certaine agressivité quand le combat termine. C'est ça. On redevient des athlètes qui... Il ne faut pas oublier aussi que les jeunes, leurs coachs, souvent ils les voient plus gros que nature. Hein, donc, ils vont limiter leur comportement. Quand on voit des coachs qui se respectent, qui respectent l'esprit du karaté, c'est beaucoup plus facile d'avoir des athlètes qui agissent de la même manière. Prochain combat. En rouge, de Laval, Hamza Belbali. Et en bleu, de la capitale nationale, Lou Bergeron. Un changement d'arbitre. Oui, encore. Que tu expliquais pour pas que peut-être qu'un des arbitres a un athlète de sa région dans le combat. C'est ça, comme là, on a un athlète de la capitale nationale comme le match précédent, mais on a aussi un athlète de Laval. Donc, peut-être que c'est à ce niveau-là qu'on fait les changements, mais en même temps, on est chanceux d'avoir plusieurs arbitres avec nous en fin de semaine. Donc, on essaie de donner de l'action, du temps de glace à chacun, comme on dirait. Là. Donc, c'est ça. Et est-ce que peut-être pas au niveau là, des minimes, mais est-ce qu'à un certain niveau, on peut se servir, est-ce qu'on peut bien connaître un officiel, un arbitre, et se servir un peu de sa façon d'arbitrer pour améliorer ses chances de gagner un combat, ou comment est-ce qu'on peut jouer avec ça au niveau de l'arbitre? Ou si c'est quand même standard au niveau de l'arbitrage? Quand vous regardez présentement l'action telle qu'elle se passe, là, vous voyez que vous avez un juge dans chaque coin et un arbitre qui est au centre. Donc, il ne décide pas de tout? Non, il ne décide même, je dirais, de pas grand-chose. Okay. L'arbitre ne peut pas donner de points s'il n'y a pas 2 drapeaux pour le supporter. Il ne peut pas donner de pénalité s'il n'y a pas 2 drapeaux pour le supporter. À part lui, on voit sur la chaise, assis à côté de la table, à la droite de la table, un monsieur avec un drapeau rouge. Lui est là pour vérifier que les règlements sont bien appliqués. Donc, s'il sent qu'il y a quelque chose dans le match qui déroge par rapport au règlement, il va siffler et agiter son drapeau. Puis après ça, il y a une autre couche qui va entrer en jeu. C'est l'arbitre qui est chef du tatami. Celui-là va venir et il va discuter avec l'officiel au centre du tapis pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui sont en place justement pour empêcher qu'un juge ou un arbitre puisse décider de l'issue d'un match tout seul. Je dirais que c'est impossible de le faire.
Donc, si c'est une Donc, son pénalité jugement, même s'il est très important, n'est pas décisionnel. Non. Souvent, l'arbitre est là pour interpréter les décisions des juges. Puis comme ça prend 2 juges pour être capable de donner une pénalité ou un point, ça devient difficile pour un arbitre d'influencer le match de quelconque manière. On est toujours à 0-0. On est à 0-0, mais on voit que l'arbitre, que le compétiteur rouge a 2 pénalités de catégorie 1 contre lui et une pénalité de catégorie 2. Donc, si jamais ces pénalités-là se rendent à 4, dans une des 2 catégories, il va être disqualifié. Donc, 2 autres contacts ou 3 autres pénalités de catégorie 2, puis c'est terminé pour lui. Donc, il va devoir être prudent de ce côté-là. Moi, à sa place, j'éviterais beaucoup d'attaquer au visage, je me contenterais d'attaquer au corps, parce que le moindre coup au visage avec les mains va tout de suite lui donner une pénalité. Donc, les matchs précédents, quand je parlais un petit peu de la mobilité des athlètes, on remarque ici que c'est un petit peu différent. Les athlètes ont tendance à se placer un devant l'autre puis ils vont lancer les techniques. C'est pas ce que je recommanderais dans un combat de karaté. Si je veux avoir du dynamisme puis l'effet de surprise, c'est important d'être capable de se déplacer. Donc, ces athlètes-là, qui sont sûrement bien entraînés, là, ils devraient travailler un petit peu de ce côté-là maintenant, au niveau du déplacement puis esquiver les coups. Si on ne bouge pas, on devient une cible de prédilection. Là. Tout à fait. Puis en même temps, c'est une manière de se battre qui favorise un petit peu plus les contacts, les blessures. Donc, ça serait important qu'ils travaillent beaucoup plus leur déplacement pour tenter de surprendre l'autre, mais aussi pour éviter les coups qui leur sont envoyés. Ils ont beaucoup de détermination, les deux. Il n'y en a pas un des deux qui veut lâcher. Les deux sont aussi intéressés à gagner. C'est seulement 1-0 pour l'athlète bleu. Donc, n'importe quoi peut arriver. Il reste encore 23 secondes au match. À 10 secondes du match, c'est la Toshibaraku qu'on appelle. Donc, très peu de temps au cadran. OK. Donc, le match est terminé. Jusqu'à la fin. Donc, jusqu'au dernier. On donne une pénalité de catégorie 2 à l'athlète rouge pour avoir poussé son adversaire. On va voir la reprise de ce dernier point ou de la fin du match. Au cadran. Donc, comme on voit, beaucoup d'attaques sont lancées. Puis la dernière action était de pousser l'autre pour le faire sortir. Il faut comprendre que l'athlète bleu peut perdre le match s'il sort du carré trop de fois. Dans ce cas-ci, avec moins de 10 secondes, la première sortie va lui donner tout de suite 3 pénalités. Donc, à une autre, puis il serait disqualifié. On n'a pas le droit de le pousser, par exemple. C'est ce que son entraîneur là, était peut-être en train de lui dire. Les sorties doivent être causées par lui-même. Comme par exemple, si l'athlète est projeté à l'extérieur, ça ne compte pas comme une sortie. Donc, c'est une stratégie qui a été utilisée par son adversaire pour tenter de lui faire perdre le match. Mais encore une fois, les juges ont vu comme il faut l'action puis ont appelé la bonne pénalité. Donc, le gagnant, c'est Lou Bergeron de la Capitale-Nationale. Et maintenant, le dernier match chez les moins de 48 kilos, garçon minime, en faux repêchage. Sivaraman du Lac-Saint-Louis contre Charles Lafontaine de la Mauricie en bleu. Sivaraman en rouge. Donc ici, beaucoup de techniques qui ont été lancées par l'athlète rouge. J'ai compté environ 6 coups de poing. L'athlète bleu lui en a envoyé juste un puis il a marqué. Donc quand je parlais tantôt de la précision du geste, tout ça, c'est important. Pendant que l'athlète bleu lui reculait, il esquivait. Il en profitait peut-être pour lire un petit peu à travers la stratégie de son adversaire pour être capable de marquer. Donc c'est important la surprise au karaté. Quand on arbitre, quand on entraîne des compétiteurs, le principe qu'on leur apprend en anglais, c'est « be first », soyez le premier. Il faut vraiment initier l'action puis surprendre l'adversaire. On voit ici beaucoup de techniques sont lancées, mais l'adversaire recule. Donc à ce moment-là, c'est un petit peu difficile de réussir à marquer avec ça. Toutefois, il a réussi à obtenir une sortie de carré de la part du bleu. On va chercher plus la quantité que la qualité. Dans ce cas-ci, oui, ça semble être le cas. Puis il y a eu en plus un contact qui a été décerné, donc une pénalité de chaque côté. Mais si l'athlète bleu recule, puis il ne change pas de direction, il va finir éventuellement par sortir. Comme dans ce cas-ci, une autre séquence va être lancée. S'il recule, puis il ne change pas de direction, il va sortir, puis s'il sort 4 fois, il va être disqualifié.
Donc, il doit faire attention de ce côté-là. Au niveau de son déplacement, il doit changer un petit peu sa stratégie. Là, ici, on comprend qu'on fait du faux repêchage. Donc, c'est des athlètes qui ont perdu en première ronde, la plupart d'entre eux. Donc, c'est souvent des athlètes qui sont en développement, qui ont un petit peu moins de compétition dans le corps que les autres qui sont rendus en finale ou qui vont faire le véritable repêchage. Donc, pour eux, c'est une occasion de se développer puis de faire un deuxième match, d'aller chercher plus d'expérience dans un niveau de compétition provincial. Comme on parlait également au début de la compétition, avant que les combats commencent, cette catégorie de 12-13 ans, les jeunes athlètes sont par catégorie de poids, mais au niveau karaté, on connaît les ceintures, peuvent être soit de catégorie de ceinture verte à ceinture brune pour la compétition. Tout à fait. Donc, c'est vraiment la catégorie, le poids qui détermine la catégorie et non pas nécessairement l'expérience en karaté. C'est ça, le poids et l'âge. Donc, c'est tous des enfants qui sont de 12 à 13 ans, puis qui sont selon certaines catégories de poids. Donc, on va y aller chez les filles, moins de 37 kg, moins de 43 kg et plus de 43 kg. Tandis que chez les garçons, c'est un petit peu plus lourd, c'est moins de 38, moins de 48 et plus de 48 kg. Donc, on a 6 catégories de poids différentes. Puis, comme vous l'avez mentionné, c'est réparti. Il y a 3 ceintures qui sont admissibles à participer aux Jeux du Québec. Donc, de ceinture verte à ceinture brune. Donc, on parle d'enfants qui ont pratiqué le karaté souvent entre 3 et 6 ans environ. Donc, ça donne une expérience de combat variée. Victoire de Charles Lafontaine par 3-0. On va vous montrer la reprise des dernières secondes de ce match. Donc, de ceinture Donc, un verte pied qui était à ceinture brune. Avec un mawashi. Donc, on parle d'enfants qui ont mawashi. Donc, l'athlète rouge a attaqué à la gauche. N'a pas atteint la cible. N'a pas atteint la cible, donc n'a pas eu de point. Mais quand même, en démontrant qu'il était capable de faire des piquets des deux côtés, a démontré quand même qu'il y avait une stratégie derrière son attaque. Donc, en essayant de mélanger son adversaire comme ça, il a augmenté beaucoup ses chances de marquer. C'est une très bonne chose qu'il ait fait ça dans son match aussi. C'est une belle démonstration de son niveau de développement. C'est vraiment de montrer qu'il commence à avoir une stratégie du combat, c'est une bonne chose. Donc, dernière catégorie au faux repêchage chez les garçons, plus de 48 kilos. On a également 6 athlètes qui se présentent, 3 combats. On va avoir seulement 2 combats, vu que Félix Hood est blessé. Donc, ça va probablement être un cas de kicken, donc un cas d'abandon de sa part. Félix Hood ne devait pas faire le match. Est-ce qu'il va se présenter quand même sur la... Il y a différentes manières de procéder. Il n'y a pas vraiment d'obligation de sa part. Par exemple, un athlète peut être très blessé, on ne demande pas de se présenter. Dans le cas où un athlète serait légèrement blessé, il peut quand même se présenter, accepter la disqualification, serrer la main de son adversaire, puis continuer ensuite. Là. Donc, on voit que 5 athlètes. Oui, donc c'est ça. Félix se présentera probablement pas si c'était pas la ligne avec les autres pour le salut. Fortin, le candidat vérifie encore une fois les équipements. Je suis sûr que tout le monde suit les règles. Donc à date, on a eu des combats de garçons. Les premiers combats, c'était les filles. On a catégorisé c'était les filles, maintenant les garçons. Quand on regarde les filles, on va aussi vérifier pour des barrettes dans les cheveux, par exemple, des objets qui seraient rigides, qui pourraient tomber pendant le match, faire des blessures. Les athlètes n'ont pas le droit non plus de porter des lunettes lors des combats. C'est soit des verres de contact, ils peuvent porter des verres de contact sur un autre des éléments de sécurité lors des matchs. Donc on termine les vérifications d'usage. Ça va manquer un morceau. Encore une fois, on voit les officiels qui font un très bon travail. Je parle beaucoup des officiels. Moi, je suis responsable au sein du comité d'arbitrage de Karaté Québec.
du développement des officiels au Québec, donc je les connais tous. La plupart d'entre eux, c'est moi qui les ai formés. Mais en même temps, je suis très fier de la manière dont ils travaillent aujourd'hui, qu'ils nous représentent, parce que si on va dans une compétition et que les officiels ne sont pas compétents, il va y avoir beaucoup de plaintes, personne ne va être heureux, puis ça ne sera pas une belle image pour le karaté, les enfants n'auront pas le goût de revenir. Avec des bons officiels comme ceux-là, ça donne le goût de revenir faire une nouvelle compétition, puis tout le monde comprend que quand la décision est rendue, c'est la bonne décision qui a été donnée. Est-ce qu'à ce niveau, par exemple, on a des entraîneurs qui sont qualifiés, mais est-ce que l'arbitre peut prodiguer à la fin d'un combat un conseil à un jeune ou commenter sa performance? Je ne le recommande pas. Non, c'est pas. Non. Il n'y a pas cette relation-là avec l'officiel. C'est vraiment protocolaire. Et puis, oui. En même temps, on veut éviter les conflits d'intérêts au niveau des. Parce que certains de ces officiels-là vont avoir des athlètes aujourd'hui. Ouais. Donc, on veut éviter l'apparence de conflit d'intérêts, c'est très important. Mais en même temps, beaucoup de dojos au sein de Karaté Québec ont des officiels à l'intérieur de leur personnel. Donc, c'est en même temps un feedback qui va revenir ensuite aux jeunes à travers les officiels. Alors, on va débuter dans quelques instants le dernier pour le pêchage. Ça avance sur le tatami en rouge. Michel Lomini de Laurentide et en bleu, Ryan Haït Aoudia de Laval. Donc on remarque au niveau de l'action, c'est l'athlète en rouge lance beaucoup de techniques, encore une fois, des enchaînements, tandis que l'athlète bleu, lui, semble avoir un petit peu de difficulté. Voilà, donc un beau contre au corps, un beau gakuzuki au corps pour renverser. C'est un coup de pied qui a été raté. Donc c'est 1-0. C'est important que la première technique soit sur la cible. De mon œil de débutant en karaté, on voit que l'athlète en rouge, Michel Lomini, quand même contre-attaque, riposte et ne prend pas la première attaque. Faut comprendre la première attaque, ce qu'on veut dire par la première attaque. Si l'adversaire bleu lance une attaque qui a une chance de marquer, est-ce que c'est vraiment une attaque? OK. Donc, dans ce sens-là. Donc, c'est dans le. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est important que l'attaque, quand elle est lancée, doit arriver sur la cible le plus possible. Si l'attaque ne marque pas, au moins, elle va avoir l'avantage de mettre l'adversaire dans une mauvaise position. On va être obligé de bloquer. Sa contre-attaque va être difficile. Dans un cas comme celui-là, on voit que le rouge n'a aucune difficulté à contre-attaquer parce que, justement, l'attaque de son adversaire ne l'incommode pas du tout. Explication très pertinente pour un débutant comme moi. Les attaques pour être comptabilisées au visage vont devoir arriver environ à 10 cm de la cible. Donc, quand une attaque de main ou de pied arrive à 10 cm de la cible, les juges devraient sortir le drapeau et donner le point. Au corps, on va demander à ce que l'arme, le poing ou le pied touche. Encore une fois, c'est toujours sans causer de blessure, en fonction de la zone attaquée. Donc, dans un cas comme celui-là, ça devient difficile parce que les athlètes devraient se regrouper un petit peu, puis tenter de se recentrer, puis d'envoyer vraiment des attaques très efficaces plutôt que d'envoyer un déluge de coups de poing. Comme on voit, ça menait à des contacts. Donc, la précision, la clarté du geste, la pureté du geste est importante dans un combat de karaté. On a tenté une attaque avec un kizami, la main avant au visage, qui ressemble un petit peu au jab à la boxe. Donc deux drapeaux rouges pour un contre au corps après justement un coup de pied raté de la part de l'athlète en bleu. Encore une fois, toujours la même stratégie. L'athlète en rouge, l'athlète de Laurentide, laisse son adversaire rater pour ensuite contre son action. Donc, ça semble être payant. Ça semble être payant pour lui. C'est très difficile dans un combat de karaté, justement, d'arriver à s'ajuster parce que ça ne dure pas très longtemps, c'est seulement 2 minutes. L'action va très vite. Donc, les athlètes à haut niveau sont capables d'analyser ce qui se passe. Encore une fois, le coup de pied raté a été contré avec un coup de poing au corps. Si un athlète de haut niveau s'en rendrait compte. Il dirait donc je dois arrêter mes coups de pied, je dois changer ma stratégie, changer mon approche. Lui continue toujours la même chose. C'est important pour lui
de regarder ensuite, j'espère qu'il va regarder les vidéos de ces matchs ensuite pour mieux comprendre un petit peu. Il est tombé dans un piège, c'est ce qui est arrivé. On va regarder les archives de la web diffusion des Jeux du Québec. Oui, c'est une belle occasion. Moi, je suis chanceux parce que bon, je suis impliqué un petit peu dans le sport d'études, puis après un collège championnat canadien avec mes athlètes. Les archives des matchs étaient là aussi. Puis j'ai encore des athlètes qui sont ici en fin de semaine, qui peuvent être sûr qu'on va dans les archives regarder les matchs de mes athlètes. À la reprise de la fin du match. Fin du combat. Souvent, c'était la même stratégie. Donc, rouge feinté en bas au corps, avec un coup de pied marqué au visage ensuite. Donc, c'était déjà des combinaisons de techniques, ce qui montre un niveau un petit peu plus avancé de karaté que simplement des attaques simples. Donc, ça, c'était bien aussi. Grande action sur le tatami, Maxime Fortin de Richelieu-Yamaska, Gabriel Traversy de La Naudière. Je vous rappelle qu'on passera dans quelques instants au repêchage de toutes ces catégories de combat et qu'on passera par la suite en fin de journée au final. Très beau. C'est vraiment pas de la faute de la tête de La Naudière. La tête de Richelieu-Yamaska a très bien réagi là-dessus. La tête de La Naudière a envoyé une belle séquence d'attaque. Kizamizuki avec un beau déplacement. Et l'autre a vraiment bien réagi là-dessus. On a deux beaux athlètes maintenant qui travaillent très bien. Ça va bientôt être 1-1. La tête de La Naudière est très actif. C'est bien de voir ça. Deux drapeaux bleus. Ça va bientôt être 2-1 pour La Naudière. Oui, donc, un petit peu comme dans le match de tantôt, l'athlète de Richelieu-Yamaska a envoyé un coup de pied qui n'a malheureusement pas fonctionné. L'athlète de La Naudière a laissé rater la technique et a marqué ensuite. D'où l'importance d'avoir une belle première technique de qualité. Pénalité de catégorie 1. Premier niveau de Chikoku. Les pénalités pour contact sont les seules pénalités où l'arbitre peut décider d'aller à un niveau plus haut. Si par exemple le contact est vraiment excessif. L'athlète peut même être disqualifié sur son premier contact si jamais, par exemple, le nez cassé ou quelque chose comme ça, qui empêche son adversaire de continuer le match à cause de la blessure qui vient infliger. Ça peut mener une disqualification immédiate. Dans des cas comme celui-là, par exemple, c'est seulement des contacts qui sont très légers. Personne ici, à date, a été blessé sévèrement ou quoi que ce soit. On a eu une très belle matinée. Même s'il y a blessure, ça veut dire que c'était volontaire. Non plus. C'est un sport de combat aussi. Mais les athlètes sont responsables des techniques qu'ils envoient. Donc, mais ça, c'est un point très intéressant à nous amener parce qu'au karaté, on a une catégorie de pénalité qui s'appelle le mugobi. Le mugobi, c'est une pénalité, c'est une blessure qu'on s'inflige à soi-même. Comme par exemple, si on attaque son adversaire, mais on ne se protège pas, on se fait frapper, à ce moment-là, ça devient nous qui reçoit la pénalité. Oui, ça peut faire toute la différence dans un match. Autant il faut être offensif, il faut avoir une stratégie défensive, il faut bien savoir se défendre. Oui, on est responsable de sa sécurité, puis ça demeure un sport, ça demeure un jeu. On ne peut pas sacrifier sa sécurité pour une médaille, c'est bien important. Ça. Donc, une deuxième pénalité de catégorie 1 pour l'athlète de La Naudière. Vise la figure, mais est-ce qu'il arrive trop proche? Ou, Non. Non, c'est pas pour le quoi la figure, là? Le coup de pied comme celui-là, la forme n'était pas là, puis la distance ne semblait pas être bonne non plus, ce qui fait qu'aucun juge a réagi sur le coup de pied. Donc, dans ce temps-là, on laisse simplement passer la technique, puis on continue en attendant d'avoir une technique valide pour donner des points. Encore une fois, deux drapeaux. Deux drapeaux pour le bleu. Voilà. On va essayer de m'attacher sa ceinture. On a une belle qualité d'athlète en fin de semaine. Hier, c'était les katas. Puis j'ai été surpris par le niveau
le niveau technique de la plupart des jeunes. C'était vraiment une belle compétition, c'était très relevé. Puis aujourd'hui, avec les combats, c'est la même chose. Dans mon ring, on n'a pas appelé le médecin une seule fois aujourd'hui. Signe justement d'un beau contrôle et d'une belle qualité technique des compétiteurs. Puis là, le fur et pêchage, comme on disait tantôt, c'est des athlètes qui n'ont malheureusement pas réussi à gagner leur premier match. Mais quand on va passer en fur et pêchage, on va se rendre compte tranquillement que la qualité des athlètes va continuer à monter tranquillement dans la compétition jusqu'au final pour les médailles. On va avoir les meilleurs athlètes. Donc, ça va donner une compétition très intéressante. On rappelle que le repêchage, bien sûr, sert à déterminer les 3e, 5e et 7e positions de la compétition. Certaines catégories sont très grosses, surtout chez les garçons. 15 compétiteurs par catégorie. Des fois 16, des fois 17, parce que certaines régions doivent envoyer 6. Toutes les régions doivent envoyer 6 compétiteurs, mais certaines n'avaient pas de personnes dans une catégorie, donc il faut en envoyer 2 dans une autre catégorie. C'est qu'on a des grosses catégories chez les garçons. Ceux qui vont réussir à se démarquer pour aller chercher une médaille, un podium en fin de semaine, il faut vraiment être ceux qui vont le mieux travailler. Fin du match. 7-1. Gabriel Traversy de la Naudière. On remporte par la marque de 7-1. Donc le prochain match, je ne sais pas si on va donner le kick-in à Félix ou si on va tout simplement fermer la catégorie. En reprise sur la fin du combat. 5 dernières secondes. Donc c'est l'athlète rouge qui a vraiment gagné, attaqué beaucoup. Malheureusement, il n'a pas réussi à scorer dans les dernières secondes du match. Donc c'est ça, l'athlète de la Naudière va recevoir un kick-in, un abandon, puis l'athlète des Laurentides est déclaré automatiquement gagnant. Donc on a maintenant terminé le fur repêchage. Donc c'est Félix Hood qui a gagné de la Non, Félix Hood est celui qui a été. Félix Hood est celui qui. Félix Hood est de Laurentides. Ah, donc c'est David qui a gagné. Donc Félix Hood est le gagnant. Non, le gagnant c'est David de Bourque. Mais c'est Félix qui s'est présenté pour le kick-in, c'est ça? Il y a peut-être, oui, Félix s'est présenté pour le kick-in. Peut-être qu'il s'est présenté du mauvais côté, je ne connais pas personnellement les athlètes. Mais selon les feuilles qu'on a, le gagnant. Alors c'est ce qui termine, mesdames et messieurs, ce faux repêchage. Jean Allard et François Persico en direct du centre communautaire Pierre-Lemaire de Drummondville pour cette compétition de karaté. La 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville hiver 2015.